Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Matin Bonheur qui s'installe tous les matins dès 5h55 et qui prend fin à 7h30. Merci de rester avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à vous, merci, bon réveil à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous et de vous tendre la main et puis progressivement de faire en sorte que vous ouvrez les yeux, vous vous levez du lit, sortez de la chambre, regardez la télé, vous partez au travail et que vous puissiez faire apporter votre petite pierre à l'édifice de la construction de notre beau pays. Merci. En tout cas, on aura tous les clichés, toutes les manchettes de cette émission jusqu'à 7h30. Allez Nessie, et si nous commencions par un voyage, oui, un voyage avec la grue. On va voyager avec la grue et le mouvement de la grue. Vous voulez m'envoyer où? Oui, et je vous envoie à Dubaï, Abu Dhabi. Et c'est parti, le voyage a commencé. Décollage immédiat. Voilà, un spectacle pareil donne envie de se lever, de bosser dur, de mettre de l'argent de côté et d'aller en vacances. N'est-ce pas, Marco? Oui, se faire plaisir. C'est Oui, magnifique cet endroit-là. Et là, vraiment, quand on arrive dans ce genre d'endroit, on a l'embarras du choix. On se dit même, rester sur place même, déjà, c'est une découverte. À plus forte raison, bouger, découvrir, ça fait du bien. Aller dans le désert. Aller dans le désert, ça tombe bien. Quand on va là-bas, c'est du sport. C'est un véritable safari. Donc, c'est le moment de bouger aussi. Déjà, vous préparer avant d'aller à Dubaï. Le sport avec notre coach. Notre coach? Oui, notre coach. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Alors, hier, nous avons commencé à travailler les cuisses en étant couchés carrément au sol. Aujourd'hui, on va continuer, mais cette fois-ci, on sera en 4 pattes, principalement. Donc, si vous êtes prêts, on part directement pour le premier exercice. D'accord? Regardez, on va se mettre à 3 pattes, c'est-à-dire la main droite là, le genou droit bien posé au sol et on va tendre la jambe gauche sur le côté. On met la main gauche au niveau de la hanche là et on va lever la jambe 10 fois de chaque côté. On va faire 2 fois, 2 passages. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend, on bascule de l'autre côté directement. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On repart encore de l'autre côté. Allez, on tend la jambe gauche. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Allez, on repart enfin sur la jambe droite. Alors, lorsque vous faites cet exercice, vous allez sentir au niveau du fessier que ça tire un peu, c'est tout à fait normal. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On part maintenant à 4 pattes, là. Ok. Et on va faire des rotations de la jambe, comme ça. 1, 2, la jambe reste pliée à chaque rotation. On fait 10 d'abord vers l'extérieur. On fait 10 sur la jambe droite. On passe 2 fois sur les jambes, d'accord, sur chaque jambe, pardon. Et ensuite, on fait 10 intérieur, 2 fois sur chaque jambe. Top, c'est parti. Jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On passe directement sur la jambe droite. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle un peu, on respire. D'accord? Si vous sentez que ça tire, c'est tout à fait normal avec le travail d'hier. Et aujourd'hui, c'est normal que vous ressentiez quelques petites douleurs en travaillant. Mais c'est ce qu'on recherche, donc on continue. Allez, on repart encore, jambe gauche. Allez, courage chez vous. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Lorsque vous finissez avec cet exercice, on va se rasseoir, d'accord? On met les coudes au sol, là, et on pédale. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On souffle un peu, 5 à 10 secondes, et on repart encore. Alors, tous ces exercices que nous faisons nous permettent en même temps de travailler le fessier, les abdominaux de manière accessoire, et les cuisses principalement. D'accord? Allez, top, on repart. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, après cet exercice, on part pour le dernier exercice. On va tendre les jambes au sol. Là, d'accord? Alors, veillez à être bien en appui sur les coudes, d'accord? On décolle les jambes et on referme là. 1, 2, d'accord? On va en faire 10 deux fois. Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle, ça nous permet de travailler un peu les adducteurs aussi. Allez, on repart encore, dernier passage. Allez, courage chez vous, c'est le dernier. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Les pieds sont au niveau du visage. 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, lorsque vous finissez, vous vous regroupez comme ça. D'accord? Et vous revenez. Là, vous respirez, vous soufflez. Encore, le même conseil que je vous ai donné hier, il faut vous étirer à la fin de ces séances qui sont consacrées aux jambes. Aujourd'hui, en plus des jambes, on a travaillé un peu le fessier, les abdominaux aussi ont travaillé de manière accessoire. Donc, veillez à bien vous étirer, à bien vous hydrater. Excellente journée à vous, rendez-vous demain. Allez, ciao. Ciao, ciao, coach Fabio. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, c'est Matin Bonheur. Je suis Nessim Dri et voici... Marcelin Govoy. Voilà, nous sommes là tous les deux pour vous conduire jusqu'à 7h30. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui ont un an de plus aujourd'hui, toutes ces personnes qui célèbrent aussi des événements vraiment qui sont assez tristes, mais qui ont ça toujours à l'esprit. On salue comme ça du côté de Villeparisis, Maëva Touré pour un an de plus et sans oublier toute la famille Conan. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Nous allons aller pour le deuxième reportage de cette émission. Attention, Nessie et moi, chacun ne voulait pas lancer ça parce qu'il y a un thème assez particulier dedans qui n'est pas très commode le matin. Au cœur du parc national des Calanques, qui débouche un conduit qui, pendant un siècle, a charrié les eaux usées de la deuxième ville de France, c'est-à-dire Marseille, et dévasté le fond marin. Un projet expérimental, voilà,
Et ce sera dans quelques instants seulement le temps pour l'Arial de caler tout ça. Mais avant, on va manger un peu d'abord. Et si on mangeait ici? Qu'est-ce qu'on mange les matins? Qu'est-ce qu'on mange ce matin? On y va, petit-déj, c'est parti. Petit-déj. Petit-déj. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu? De quoi vous donner des idées, hein? Si vous ne savez pas trop quoi manger ce matin. Ouh là là. Ça, c'est la bonne nourriture de chez moi. Voilà. À Sakassou, je sens que ça salive déjà. À Sakassou, à Boaké, du placali. Du placali avec, vous voyez... Ça, c'est du, ça. Avec des crabes, bon, des escargots. Ici, on a vu. Ouh là. Ça fait saliver. Enfin. Et après ça, bon, vous avez le choix entre le placali. Nous avons le jaune-jaune. Le jaune-jaune. Et le fameux jaune-jaune. Vous savez comment on appelle les vermicelles, là? Aller-retour. Pourquoi on les appelle aller-retour? Ben, on ne saurait vous le dire. Allez, des beignets jaunes, qu'on appelle jaune-jaune. Tous ceux qui sont allés dans les écoles primaires, que ce soit au groupe scolaire ou à l'EPP. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quoi. C'est le mythique jaune-jaune, voilà, quoi. C'est bourratif et c'est très... C'est délicieux. C'est délicieux. C'est même certainement pour ça qu'on les appelle aller-retour. Ouh là là, qu'est-ce qu'on leur a fait ce matin. Ça, c'est mon mets favori. Là. Ah, les téléspectateurs nous envoient des images qui nous... De la tiéké. N'oubliez pas que nous sommes en temps de pénitence, ayez pitié. Ah ouais, c'est vrai. Franchement, ayez pitié. C'est vrai. Mais c'est la rubrique, ça fait partie de l'émission, donc on doit... Sinon, franchement, c'est pas gentil ce que vous nous faites ce matin. Désolé hein, pour ceux qui jeûnent. Ah, c'est votre faute, ça. Désolé pour ceux qui jeûnent. On va se concentrer pour respecter le jeûne. Normalement, ça ne doit pas vous ébranler. Hein. Normalement. Voilà. Mais ça ne doit pas vous ébranler. Qu'un homme, je ne suis qu'un homme. Comme dit Johnny Hallyday. On va attendre 18 h. Quand le masque tombe, je ne suis qu'un homme. Allez, merci beaucoup à vous. Merci pour ces plats-là. Vraiment, très chers téléspectateurs, vous ne nous avez pas loupé ce matin avec ce très bon plat. Récapitulatif, hein, placali, jaune-jaune, et puis attiqué poisson. C'est-à-dire tout ce qu'il faut à un Ivoirien pour bien se réveiller était consigné quoi, dans ces images-là. On va aller maintenant d'un autre côté de notre beau pays qu'on aime, c'est à la lisière, hein, c'est du côté balnéaire de notre... de notre belle capitale. De belle capitale, hein, c'est joli. Hein, c'est la sécurité routière, mais du côté de Mossou, hein, c'est ce qu'on va voir. On va voir un peu comment ça se passe là-bas. Et puis on revient juste après pour parler du reportage de Marseille. Et c'est Nessie qui va lancer finalement ce reportage. On y va. Autoroute Abidjan-Grand Bassam. À 100 mètres du carrefour Anani, un panneau de signalisation indique clairement qu'il y a un rond-point. Et à 50 mètres devant, un autre panneau vous indique que vous n'avez pas la priorité au carrefour giratoire. Malgré l'existence de ces panneaux, que d'accidents à ce rond-point. Il ne se passe pas de jour sans que des personnes ne laissent leur vie ici. Généralement, l'accident se produit plus tard 20h, les 20h, 21h, plus tard la nuit, quoi. On vient trouver le matin qu'il y a l'accident ici. Mais la journée aussi, ça se fait, ça se passe, mais la journée, c'est rare. C'est rare la journée. Depuis l'année a commencé, bon, comme on n'a pas compté, on n'a pas pris le nouveau, mais quand même, c'est beaucoup. Parce que déjà, il faut voir dans une semaine déjà, il y a au moins 2-3 accidents. Les plus grandes victimes sont celles qui ne connaissent pas cette voie et aussi les personnes qui conduisent à vive allure, souvent sous l'effet de l'alcool. Téné. Ce véhicule fait partie des victimes de ce rond-point. Des témoins nous informent que le conducteur serait décédé. Et à voir l'état du véhicule, il n'y a aucun doute que l'accident a été dramatique. Mais il n'y a pas que les automobilistes qui sont en danger par ici. Certaines habitations étant situées non loin du rond-point, beaucoup reçoivent la visite des automobilistes imprudents. Voilà ma maison qui est là. À cause de l'accident qui s'est produit ici, là, un gros camion est tombé à minuit. Il est venu rentrer sur nous. C'est par la garde de Dieu que personne n'est blessé. Et à cause de ça, on a eu à déménager. Donc là, c'est pas facile. Il y a une voiture qui faisait le tour du rond-point. Lorsque la voiture a fait le tour, je ne sais pas s'il n'a pas su qu'il y avait un rond-point. Et du coup, il était tellement plein qu'il n'a pas pu freiner. Donc, il est rentré dans la maison. Dieu merci, il n'y avait personne dans la maison. Le désarroi des habitants est encore plus grand lorsqu'ils doivent débourser de l'argent de leur poche pour réhabiliter leurs biens. Quand les voitures entrent dans la maison, on essaie de négocier avec les propriétaires des véhicules. Eux disent non, ils sont déjà assurés. On doit poursuivre l'assurance. Mais on ne peut pas. On n'a pas l'argent pour dire non, poursuivre ça. C'est pas aujourd'hui, ça va sortir. Donc la maison peut rester comme ça. Donc nous-mêmes, on fait notre effort. Et pas notre petit jeton, on peut pas donner à notre enfant, payer les briques encore pour refaire ça. À l'ouverture de l'autoroute, il n'y avait que du sable au milieu de ce rond-point.
Et au vu des nombreux accidents enregistrés par ici, des balises de sécurité en aluminium solide ont été installées. Ce qui n'a pas freiné les accidents, mais bien au contraire, a occasionné de nombreux décès. Aujourd'hui, c'est encore pire, avec les bétons qui sont venus s'ajouter aux balises de sécurité totalement saccagées par endroits. Ça là-bas, je ne sais pas de quoi ça sert. Et puis, vous mettez les choses, les gens mettent les choses comme ça pour rentrer, pour tuer les pauvres femmes, les pauvres gens. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. Ce que moi, je vois à la rentrée d'Abidjan, elle a fait 2 dames. Moi 4, mais 3. Avant de venir au rond-point, elle a fait 2 dames. À la sortie, elle a fait 2 dames aussi. Ça a vidé la Sénat. Je pense que la solution, ce n'est pas de bétonner la chose, le rond-point. C'est plutôt de faire des ralentisseurs, faire en sorte que quand les voitures arrivent, elles sont obligées de ralentir. Des bandes rugueuses pour contraindre les automobilistes à ralentir. Une solution que proposent automobilistes et habitants du quartier. Selon eux, depuis l'ouverture de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam en 2015, plus de 300 accidents avec mort d'hommes ont été enregistrés à ce seul rond-point. Mais il n'y a pas que le rond-point d'Anani. Celui de Moussou, à l'autre bout de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 15 km, enregistre également de nombreux accidents. Au cours de notre reportage à ce rond-point, un car de transport en commun avait déjà terminé sa course dans le décor. Et sa position actuelle peut même provoquer d'autres accidents à cause du béton qu'il a trimballé dans sa chute. Au rond-point d'Anani et de Moussou, ces aménagements particuliers pour réguler la conduite automobile sont devenus de véritables carrefours de la mort malgré l'éclairage qui existe sur tout le long de l'autoroute jusqu'à ces endroits. Faire attention, on ne le dira jamais assez parce que déjà le débat c'était quand il y a eu l'inauguration de ces tronçons-là, il n'y avait pas d'éclairage, c'était déjà difficile. Après, il y a des efforts qui ont été faits, l'éclairage est arrivé, mais maintenant il faut avoir l'attention tous les instants et puis vraiment ça doit s'accompagner de sensibilisation, tout ça. Il faut rouler doucement, prudemment. Voilà, faire très attention. Voilà. Donc après Anani et Moussou, on va partir du côté de Marseille où se trouve un conduit. Vous êtes pressé, hein? Vous êtes pressé, vous voulez à tout prix voir clair dans ce reportage alors que M. Noël est là. Vous allez bien, M. Noël? Bien, merci. Mais vous connaissez Marseille? Bien sûr. Vous connaissez Marseille. On va aller à Marseille tout à l'heure avec vous. D'accord. Hein, avec vous, on va aller à Marseille. Hein. Vous avez votre visa, vos billets, tout ça, ok? Je pense que ça va oui. Mais avant, on va discuter avec vous justement de techno. Vous le savez, le mardi, c'est techno. Et avec Noël Kofi, on va parler aujourd'hui de... Des astuces pour les smartphones. Alors, on a parfois son smartphone qui se fait voler. On peut le perdre également. Est-ce qu'il y a des moyens de retrouver véritablement le smartphone? Est-ce qu'on peut le supprimer? On peut effacer tout le contenu? D'accord, vous êtes pressé. On va aller avec le jingle d'abord avant de vous retrouver. C'est parfait. Jingle techno. Oui, Marseille, Noël, nous sommes avec vous. Donc, vous nous parliez des astuces. Des astuces pour smartphone. Donc, il peut arriver que son smartphone se fasse voler, qu'on le perde et tout. Est-ce qu'il y a un moyen de le retrouver? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, égarer son smartphone ou le perdre, c'est une épreuve difficile. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à son pire ennemi. Bon, en fait, ça dépend des ennemis. Et donc, on va voir ensemble. Des ennemis qu'on est clichés, pas très catholiques de nous. Bien sûr, on prie pour que ça se perde. C'est cela, ça arrive. Et donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut récupérer son smartphone. Alors, l'égarer, le perdre, ça peut arriver par inadvertance ou même se le faire voler. Ce sont des expériences assez difficiles à supporter. Alors, nous allons voir ensemble comment localiser et protéger son smartphone sous iOS. C'est donc un système d'exploitation. Alors, il faut d'abord faire un paramétrage. L'idéal, c'est d'agir avant de se faire voler son téléphone. Donc, il faut faire un paramétrage. Il faut pour cela créer un compte qu'on appelle iCloud. Donc, ce compte va permettre de sécuriser votre téléphone et de faire en sorte qu'il ne soit pas supprimé, qu'il ne soit pas effacé, donc restauré pour être revendu par quelqu'un d'autre. Donc là, vous allez dans les paramètres et donc vous descendez sur la fonction iCloud, vous faites un paramétrage, vous installez vos données, donc une adresse électronique, un mot de passe. Et donc, une fois que le téléphone est égaré, vous vous connectez à un site du constructeur et à partir de là, vous pouvez donc localiser depuis un ordinateur ou alors une tablette. Même si c'est éteint, même si le téléphone est éteint? Même si le téléphone est éteint, vous pouvez le faire sonner. Mais pour le localiser, il faut nécessairement qu'il soit connecté à Internet. Donc, il faut que le nouvel utilisateur, celui qui l'a en ce moment, puisse se connecter à Internet et à partir de là, depuis une tablette ou alors un autre outil, vous vous connectez à un site Internet, vous entrez vos identifiants et vous pouvez donc localiser votre téléphone et le faire sonner ou alors le verrouiller ou même effacer le contenu
du téléphone à distance. Mais iCloud, c'est pas gratuit? iCloud est entièrement gratuit. C'est un service gratuit. entièrement gratuit, oui, qui est fourni par le fabricant à l'achat du téléphone. Okay. Donc, vous l'utilisez, vous paramétrez, c'est très simple. Dans les réglages, vous entrez, vous faites iCloud, vous descendez et vous faites le paramétrage. C'est la même chose pour le système d'exploitation nommé Android. Donc, sous ce système, vous pouvez également activer toutes ces fonctions. Mais comme je l'ai dit, l'idéal, c'est de le faire avant de se faire voler. Donc, vous entrez dans les paramètres. À partir de là, vous faites réglage et donc, vous pouvez apporter toutes les modifications. Installer, donc, vous mettez votre identifiant, votre adresse électronique, un mot de passe que vous choisissez. Et à partir de là, vous faites donc les réglages qu'il faut. Vous descendez au fur et à mesure pour faire vous parcourir les différentes options. Vous activez la localisation en permanence, vous activez les données. Et donc, vous pouvez configurer ce paramètre et localiser votre téléphone lorsque vous le perdez. Donc, à partir de là, donc en fait, ça dépend des systèmes d'exploitation parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes qui sont disponibles sur le marché. Il y a iOS, il y a Android, il y a des systèmes différents. Mais en fonction des systèmes, les différentes options sont aujourd'hui sont intégrées dans les téléphones, dans chacun des différents systèmes. Donc, lorsque vous achetez le téléphone, vous faites les paramétrages. C'est très important. Parfois, on néglige, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, alors que l'idéal, c'est d'agir avant de perdre le téléphone. Lorsqu'il est déjà perdu, si ces paramètres n'ont pas été effectués, on ne peut pas le récupérer. Donc, c'est très important d'activer ces paramètres à l'intérieur de son smartphone. Donc, une fois que le téléphone est égaré, vous le récupérez par ces paramètres. Si bien entendu, si le téléphone est connecté à Internet, il faut que le nouvel utilisateur soit connecté à Internet pour que vous puissiez le retrouver. Alors, à certains moments, on estime parfois que son téléphone est lent, toujours au niveau des astuces. Au niveau des téléphones lents, il y a plusieurs paramètres qu'on peut voir ensemble pour pouvoir accélérer le téléphone. Donc, on peut déjà supprimer les applications inutiles. Pour supprimer les applications inutiles, on va dans Paramètres simplement, on descend dans le gestionnaire d'applications et là, on voit toutes les applications qui sont installées. Et au fur et à mesure, on désinstalle les applications qu'on n'a pas l'habitude d'installer. Aujourd'hui, il y a plusieurs applications disponibles sur les différents stores. Il y en a pratiquement 600 000, voire 1 million qui sont disponibles en téléchargement gratuit. On a tendance à les télécharger, les installer et après, on oublie de les désinstaller. Donc, il faut les supprimer pour gagner de l'espace mémoire, pour gagner également en autonomie et gagner en rapidité par rapport au téléphone. Donc, en plus des applications inutiles à désinstaller, il faut éviter ce qu'on appelle les widgets et les live wallpaper. Bon, là, le nom, c'est en anglais, live wallpaper, mais en français, ce serait plutôt des écrans de veille animés. Donc, ça utilise la mémoire RAM. Ça fonctionne en permanence, c'est très beau, mais ça consomme de l'énergie. Avec les widgets, c'est la même chose. C'est comme des petites icônes, des raccourcis vers des applications, mais ils se mettent à jour en permanence. Ils utilisent la connexion Internet et ils utilisent également de la mémoire RAM. Donc, c'est très beau, ça affiche l'heure, ça affiche la météo, mais quand ce n'est pas utilisé, ça ne sert pas à grand-chose. Autant les supprimer. Ça permet au téléphone de gagner de la mémoire RAM et de fonctionner beaucoup plus rapidement. Donc, les live wallpapers, les écrans de veille et les fonds d'écran animés, c'est très beau sur le smartphone, mais ça fonctionne en permanence. Donc, ça utilise la mémoire RAM, ça utilise de l'énergie et tout. Donc, l'idéal, c'est pas nécessairement activer ce genre de fonction-là. C'est très beau pour une période, vous pouvez l'utiliser juste pour une période, après vous désactivez, utiliser un écran de veille stable. Ensuite, au niveau des photos, ce qui est recommandé, ce n'est pas de stocker toutes les photos dans son smartphone. Il faut pouvoir à certains moments faire des copies, donc faire des sauvegardes. Aujourd'hui, tous les smartphones proposent des clouds qui permettent donc de sauvegarder les données, vos photos, votre musique, vos données. Et donc, vous pouvez également faire ces sauvegardes sur des ordinateurs pour garder tout ça et vous laissez donc une certaine fluidité, un certain espace libre à votre téléphone. Vous allez voir qu'il sera beaucoup plus réactif. Donc, faites le tri parmi vos photos, musique et vidéos. Vous allez voir qu'il sera beaucoup plus réactif. Ensuite, au niveau des applications, aujourd'hui, tous les smartphones sont multitâches. Il y a une petite touche en bas à gauche de votre écran, de votre smartphone, pour vous permettre de gérer le multitâche. Donc là, vous pouvez supprimer les applications que vous ouvrez et ça permet de gagner de la mémoire également. Pensez également à faire la mise à jour de votre smartphone. Donc aujourd'hui, les constructeurs proposent à chaque fois des correctifs pour améliorer le système d'exploitation parce que les premiers systèmes qui sortent présentent parfois des bugs. Donc il y a des mises à jour qui permettent de corriger au fur et à mesure. Pour faire les mises à jour, vous entrez dans les paramètres, vous allez dans Réglages, vous allez voir mise à jour logiciel. Vous téléchargez dessus. Après plusieurs redémarrages, le système sera à jour au niveau de la dernière version. Par contre, vous êtes obligé de le connecter à un ordinateur pour faire la mise à jour. C'est la même chose, après plusieurs redémarrages. Mais utilisez des mises à jour officielles. N'utilisez pas des mises à jour bêta ou alors des mises à jour que vous avez téléchargées de sites tiers. Ce n'est pas très recommandé. Et généralement, les mises à jour aussi alourdissent le logiciel. En principe, non. En principe, la mise à jour est censée corriger un certain nombre de bugs que les anciennes versions présentaient. Donc, normalement, en tout cas pour les smartphones, ce n'est pas censé alourdir, c'est censé plutôt alléger, plutôt accélérer et corriger les bugs du système. Parce qu'il peut arriver parfois qu'on ne puisse pas utiliser deux applications en même temps ou alors faire ce genre de réglage-là. Donc, les mises à jour viennent pour corriger tout cela. C'est en fait des correctifs qui sont apportés. Et vous allez voir que la plupart du temps, quand vous avez une mise à jour à faire, quand le smartphone vous notifie qu'il y a une nouvelle version qui existe, les correctifs apportés sont dans la description. Si vous lisez, vous allez voir correctifs au niveau des SMS, au niveau de l'appareil photo et tout. Donc l'idéal, c'est de mettre à jour quand même. C'est vrai qu'on a une idée un peu négative des mises à jour, mais en réalité, c'est un plus. Donc c'est très important d'avoir son téléphone à jour. Ensuite, on va voir ensemble comment
Donc, on a vu un petit réglage qui va permettre d'accélérer le système, en fait. Là, vous allez donc dans les réglages, vous allez descendre sur au niveau de à propos de l'appareil. Vous descendez donc tout en bas, vous allez voir option de développement. C'est parfois une fonction qu'il faut activer en appuyant plusieurs fois sur le numéro de série de l'appareil. Donc, vous cliquez plusieurs fois, vous activez la fonction option développement. Vous allez descendre au niveau de paramètres échelle d'animation. À ce niveau-là, vous modifiez cette échelle à 0,5 et vous allez voir que votre téléphone va devenir beaucoup plus réactif. Donc ça, c'est un petit réglage qui n'est pas connu de tout le monde, mais vous allez voir que quand vous allez ouvrir, les animations seront beaucoup plus réactives. Donc vous modifiez ce paramètre-là et vous allez avoir un téléphone beaucoup plus réactif, plus rapide et qui va, je pense, vous satisfaire. Vous pouvez également installer des applications tierces qui permettent de gérer tout le contenu du système, donc supprimer les fichiers qui ne sont pas utilisés depuis un certain temps. Il y a des applications aujourd'hui que vous pouvez télécharger. Ils permettent de gérer la mémoire RAM. À chaque fois que vous lancez, ça booste un peu le téléphone et ça permet donc de le relancer, de le rendre beaucoup plus réactif. Donc vous désinstallez également les applications que vous n'utilisez pas. Et si tout cela ne marche pas, vous pouvez carrément réinitialiser le téléphone. Donc vous faites une remise à zéro totale, vous supprimez tout le contenu et c'est une réinitialisation totale. Vous remettez le téléphone à son système d'usine en fait. Là également, ça peut corriger les lenteurs. Alors, que faire lorsque son téléphone tombe à l'eau? Il arrive parfois que, voilà, au cours de l'utilisation, par mégarde, le téléphone peut tomber à l'eau. Ou alors, sur la table, au cours d'un déjeuner, on peut déplacer un verre d'eau et puis, le téléphone a pris de l'eau. Mais ceux qui vont se laver avec leur téléphone, ça existe aussi? Ça arrive également, bien sûr. Suivez mon regard. Alors, que faire? La première chose, c'est d'abord mettre hors tension. Donc, éteignez le téléphone au plus vite. Surtout, ne le branchez pas, ne le chargez pas, vous l'éteignez. Ensuite, vous essayez autant que faire se peut d'effacer, d'enlever toute l'eau qui est à l'intérieur. Vous effacez, vous prenez une éponge sèche, vous nettoyez. Un séchoir. Un séchoir, voilà, vous nettoyez. Vous pouvez également utiliser un coton-tige pour avoir accès aux zones cachées. Si vous pouvez enlever la batterie, vous enlevez. Il y a des téléphones qui ne peuvent permettre pas de le faire également. N'utilisez surtout pas un sèche-cheveux ou alors un micro-ondes. Le micro-ondes, ce n'est pas du tout bon. Donc, n'utilisez pas le smartphone dans un micro-ondes. Munissez-vous des petits sachets. Il y a des sachets de silice. Vous voyez, quand on achète parfois les chaussures ou alors, exactement, c'est à l'intérieur. Ces sachets absorbent l'humidité. Donc, vous le mettez dans un sachet hermétiquement fermé. Vous mettez le téléphone et tous ses accessoires à l'intérieur, tout ce qui est tombé à l'eau, et vous refermez hermétiquement. Vous patientez 48 à 72 heures, donc 2 à 3 jours, et vous allez voir que les sachets de silice vont absorber toute l'eau, donc dans un bol fermé. Si vous n'avez pas de silice, il y a un plan B. Le plan B consiste à utiliser du riz, mais du riz cru. Donc, ce n'est pas du riz préparé. Prenez du riz cru, vous mettez le smartphone dans un sachet avec le riz cru. N'importe quel riz, même le riz local de chez nous. Là, même le riz local ou alors le riz chinois, il n'y a pas de problème. Le riz thaïlandais, il n'y a pas de problème. Le riz local, aucun problème. Ça passe. Je pense que le téléphone ne va pas parler une autre ethnie à sa sortie du sachet. Donc, aujourd'hui, il y a faut attendre 72 heures avant. 72 heures, oui. 48 à 72 heures. Et là, vous essayez de le mettre en marche durant un résultat. En fait, c'est que Nessie tente le message subliminal de Nessie quand elle dit qu'il faut attendre 72 heures, c'est qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas tenir 72 heures sans je connais quelqu'un qui, effectivement, fait tomber son téléphone dans de l'eau. Donc, on a mis dans du riz. Mais on n'a pas attendu 72 heures. On a attendu à peu près une dizaine d'heures. La personne était tellement impatiente, on a rallumé, ça ne s'est jamais rallumé. Non, il faut patienter. Il faut patienter carrément. Il faut patienter. Il faut patienter 48 à 72 heures. C'est cela. Donc à partir de là, quand vous le mettez, parce qu'en fait, il faut laisser le riz, il faut laisser au riz le temps d'absorber l'eau, justement. Ça prend un peu de temps. Et après cela, ça fonctionne parfaitement. Non, mais après, si on essaie de rallumer et que ça ne se rallume pas, quand on remet dans le riz, il n'y a plus moyen de récupérer le téléphone. En principe, au-delà des 72 heures, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Non, mais avant les 72 heures, vous pouvez encore le remettre dans le riz quand même. Vous le mettez dans le riz, puis vous patientez encore. Mais l'idéal, c'est d'agir très vite. Dès que le téléphone tombe à l'eau, vous devez le ressortir, automatiquement procéder à ces différentes manipulations. Mais c'est un peu plus compliqué quand le téléphone est incrusté. Oui, la batterie est incrustée dans le téléphone. Effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez toujours une chance quand même avec le silice et le riz. Parce que là, ça passe par les petits accès, les petits ports, les petites ouvertures, et ça peut quand même absorber l'eau qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même possible. Ensuite, que faire lorsque votre batterie se décharge très vite? Parfois, on a ces soucis-là. Les smartphones aujourd'hui sont de plus en plus réactifs, de plus en plus rapides, des processeurs performants, des mémoires RAM étendues. Que faire? Alors, il y a des petits réglages qui permettent de sauver la batterie. On va déjà réduire l'éclairage, l'intensité de l'éclairage de l'écran. On va le réduire. On va désactiver également les connexions, tout ce qui est connectivité, Bluetooth, 4G, Wi-Fi et tout. Ensuite, les applications qui fonctionnent en arrière-plan, on l'a vu tout à l'heure, il faut les désactiver, il faut les supprimer, sinon ça alourdit le téléphone et ça utilise la mémoire batterie également de l'énergie, parce que cette utilisation,
applications sont toujours en arrière-plan. Donc, il faut également penser à recharger assez rapidement. Et aujourd'hui, on se dit, quand on achète un smartphone, il faut nécessairement faire la première charge ou alors utiliser entièrement avant de... Non. Les batteries actuelles fonctionnent la plupart du temps au lithium-ion. Ce sont des batteries au lithium-ion. C'est plus l'ancienne génération des batteries d'ancienne génération. Ces batteries-ci, vous pouvez les recharger à votre guise. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque au niveau de... Ah, il n'y a pas de 8 heures de charge? Il n'y a pas de 8 heures de charge forcément. Non, vous branchez simplement, quand ça arrive à 100%, vous débranchez et commencez à utiliser. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci. Donc, les batteries sont aujourd'hui... assez réactive, hein, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut éviter de laisser son téléphone en charge près d'une source de chaleur. Donc ça, c'est quand même relativement dangereux. Il ne faut pas le laisser trop proche soit de la fenêtre ou alors du pare-brise du véhicule lorsqu'il est en charge. Ce n'est pas recommandé. On peut se retrouver avec des téléphones qui éclatent. Donc ça, ce n'est pas très prudent. Ensuite, au niveau toujours on a dit donc désactiver les applications inutiles, il faut penser également à réduire l'éclairage et puis faire les cycles de charge. Aujourd'hui, les batteries ont des cycles de charge. Donc, ces cycles de charge-là, une batterie donne le meilleur de sa capacité après plusieurs cycles de charge et de décharge. Donc, c'est après un certain temps que vous allez voir que la batterie est à un rendement optimal et cela permet donc d'évoluer. Après combien de temps? En principe, c'est des cycles de charge. Déjà, après 10-20 cycles, la batterie commence à être déjà beaucoup plus réactive. Et les cycles de charge sont quand même assez longs. Hein. Ça va jusqu'à 500, 600 cycles pour une vie entière, la durée de vie entière d'une batterie. Donc, au-delà de cela, ça fonctionne toujours. Pensez également à désactiver les connexions. Pensez aussi à utiliser des chargeurs d'origine. Alors ça, c'est très important. Ne pas utiliser les chargeurs qu'on trouve forcément au bord de la route. Il faut également le charger avec son chargeur d'origine et pas forcément en USB. En USB, c'est une alternative. Ça permet juste de faire passer quand on a un petit souci, mais pas une charge longue. Et lorsque vous êtes à la maison, quand vous branchez le chargeur à la prise murale, il faut penser à décharger, à débrancher lorsque le téléphone est chargé. Ça permet d'économiser parce que la batterie toujours branchée consomme encore de l'énergie. Donc, ça permettra de réduire vos factures. Mais maintenant, la plupart des téléphones ont le même chargeur. On ne peut pas utiliser un autre chargeur pour recharger nos Effectivement, c'est des formats standards, c'est vrai, c'est des formats standards, mais l'idéal, c'est quand même d'utiliser le chargeur fourni avec le téléphone. C'est quand même quelle est la différence entre un chargeur rapide et un chargeur classique? Bien sûr, alors les chargeurs rapides sont de nouvelles fonctions qui sont intégrées dans les nouveaux smartphones, les smartphones de dernière génération. L'avantage, c'est qu'ils vous permettent de recharger votre téléphone 3 à 4 fois plus vite qu'un ancien chargeur. Donc, l'ampérage est plus élevé, ce qui fait que la batterie prend plus vite de l'énergie. En principe, il faut facilement 1 à 2 heures pour qu'une batterie normale, donc d'ancienne génération, soit chargée à 100%. Mais aujourd'hui, avec les chargeurs ultra rapides, à peine 15 minutes, vous êtes facilement à 90, 75 à 90% de charge de la batterie. Donc, ça fait un gain substantiel d'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle le fast charge ou alors le kit charge. Et cette kit charge évolue au fur et à mesure. On a le 2.0, on a le 3.0 aujourd'hui et ça permet des recharges très rapides et optimales aussi. Certaines personnes même s'inquiètent parce que leur téléphone se charge trop vite. C'est tout à fait normal. Ce sont des fonctions tout à fait normales. Il n'y a pas d'inconvénient? Non, il n'y a pas d'inconvénient. C'est des batteries qui sont adaptées à cela. Elles se chargent rapidement et en termes d'utilisation, c'est la même chose. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est d'abord l'utilisation qui fait l'autonomie réelle du smartphone. Si on est très musique, on est très photo, on est très vidéo, on est tout le temps sur Facebook et tout. Très chichi. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que son smartphone fasse... Suivez mon regard. Je me sens acculée, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez quoi? Acculée. Merci beaucoup. J'ai une question. Bien sûr. Concernant la charge du téléphone pendant que nous sommes en communication. C'est vraiment dangereux ou ça relève de l'utopie ce qu'on voit? Alors, ce n'est pas du tout recommandé d'utiliser son smartphone pendant qu'il est en charge. Déjà, si vous voulez que le téléphone charge plus rapidement, l'idéal, c'est de le mettre hors tension, donc de l'éteindre carrément. Il va charger encore plus vite. Si vous êtes obligé de l'utiliser, vous pouvez le faire, mais pas que ce soit une durée prolongée. Pas que ce soit trop longtemps. L'idéal, c'est de ne pas le manipuler parce que lorsqu'il est en charge, déjà, la charge entraîne une certaine réchauffe. Donc, le téléphone a tendance à surchauffer un peu. Lorsque vous l'utilisez, en plus, le processeur tourne à l'intérieur, les applications fonctionnent, l'écran reste actif et tout cela, ça augmente encore la température générale du smartphone. Donc, l'idéal, c'est de le laisser tranquille pendant qu'il est en charge. À moins que ce soit une utilisation exceptionnelle, une utilisation rapide, vous le faites rapidement et puis vous posez le téléphone, il est en charge tranquille et vous l'éloignez d'une source de chaleur. Okay. Merci beaucoup à vous. Il est 6h33, mesdames et messieurs. En temps normal, nous devrions avoir donc le journal. Nous vous devons la vérité. Vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes de tout cœur avec Hamza Diaby, notre présentateur initial du journal, qui devait être avec nous, mais qui a eu un souci indépendant vraiment de sa volonté. Nous allons prendre le relais et continuer cette émission jusqu'à son thème, tout en lui souhaitant un prompt
rétablissement. Alors, dans quelques instants, nous allons recevoir notre spécialiste en entrepreneuriat. Et puis, avant ça, nous allons aller dans un reportage. Nous allons à Marseille. Alors, au cœur du parc national des Calanques débouche un conduit qu'on a baptisé... on vit oui, c'est le nom du conduit. C'est le nom du conduit, l'anus de Marseille, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et pendant un siècle, ça charriait les eaux usées de la deuxième ville de France et dévastait le fond marin. Un projet expérimental espère donc mettre tout ça en ordre. On y va. Hors norme, dans un décor de carte postale. Dans le parc national des Calanques, on immerge des monstres de béton. Le but de ces récifs artificiels, faire revenir la faune marine qui a longtemps fui cette zone où se déversaient les eaux usées de la ville de Marseille sans aucun traitement. On crée de l'habitat avec ce qu'on appelle les roselières, nos modules qui vont être déployés dans la colonne d'eau avec les bouées qui vont vraiment monter 3 mètres au-dessus du récif. Et ces cages en inox qui sont remplies de débris coquillés, de coquilles d'huîtres et qui vont permettre de créer un refuge et un habitat pour des petits poissons. L'opération vise à construire 4 villages sous-marins de béton, 300 tonnes de récifs artificiels, comme on en installe sur de nombreux sites côtiers à travers la planète. Mais ceux-ci sont spécialement calibrés pour étudier le retour de la vie en eau trouble. Toute la question est là de cette expérimentation. Quelles sont les fonctions écologiques qu'on peut retrouver dans cet habitat urbain, dans cet habitat qui est impacté par l'homme, où l'homme a laissé son empreinte, mais où l'homme aussi essaie d'aider la nature à retrouver ses droits. Pendant des années, ce conduit a été surnommé l'anus de Marseille. Il existe aujourd'hui une station d'épuration, mais les eaux restent polluées au PCB, métaux lourds et autres résidus d'anti-inflammatoires. Pour cet ancien biologiste marin, réintroduire les poissons à cet endroit est une hérésie. Immerger des récifs alvéolaires ou artificiels, etc., c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'il faut le faire quand le milieu est assaini. Or, dans le cas des Calanques, le milieu n'est pas assaini, c'est un milieu pollué. Ça représente un gaspillage d'argent. Dépenser 1 million d'euros pour cette affaire-là, il aurait fallu commencer à alimenter un budget pour rendre performante la station d'épuration de Marseille. Les biologistes espèrent qu'à terme, toutes les espèces retourneront dans les Calanques. Des plongées de comptage des poissons sont prévues pendant 3 ans, même si leur retour pourrait prendre plus de temps. C'est du boulot, hein? Ouais, du boulot. C'est un véritable ça boulot. Se fait. Ils le font bien, ils préparent les générations à venir et c'est à saluer. Ce qui me plaît dans les pays européens, on anticipe, on pense à ce qui sera dans 50 ans. Ils n'attendent pas d'être à la situation et puis on fait de la situation et puis après paniquer. Non, non. Et ça, c'est très important également dans le volet économique dans notre société, quand on doit entreprendre par exemple. Effectivement. D'où la rubrique Entreprendre avec notre consultant Jean-Baptiste Kouadio. Bonjour. Donc vous êtes là pour nous montrer, pour nous donner des astuces afin d'anticiper sur tout ce qui pourrait arriver dans notre entreprise. Absolument. Notamment dans l'étude de marché, son importance et puis les différentes étapes. C'est ça. Comment vous allez... Exactement ça, ça va très bien. Alors, aujourd'hui nous allons aborder donc un sujet très important pour tout entrepreneur, soucieux donc de son entreprise. Parce que bon, l'étude de marché, c'est quoi l'étude de marché? Bien, déjà il faut restituer ça. Dans l'entreprise, si vous prenez l'ossature de l'entreprise, le squelette de l'entreprise, vous aurez toujours un département financier, un département technique, un département commercial, un département juridique. Et c'est tout cet ensemble-là qu'il va falloir mettre en ébullition, en orchestre. Il faut orchestrer tout ça pour que ça produise le résultat. Donc, pour aborder la gestion commerciale, il faut peut-être qu'on redéfinisse ce qu'on avait dit au sujet de l'entreprise. C'est une organisation qui va mettre sur le marché, donc on retient très bien ça, sur un marché des produits ou des services aptes à satisfaire les besoins des consommateurs pour en retirer un profit. Donc les mots-clés dedans, produits, services, marché, services, besoins. Satisfaction des consommateurs. Et donc, lorsque nous sommes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, et sur ce plateau, je ne cesserai jamais d'inviter les jeunes à entreprendre. Parce que j'ai été scandalisé, je vais vous dire ça,
je passais du côté de le sapeur-pompier. À Djamé, à Djamé, là, j'ai vu des jeunes gens assis. 1 millier, 2000, 3000 jeunes gens assis. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'ils font ici? On dit, ils vont recruter à la fonction publique. Et c'est pour ça que tous ces 3000 là sont assis là, sous le soleil, à braver le soleil. Mais sur ces 2000, sur ces 3000, il y a combien qui vont être retenus? Donc, on est obligé d'entreprendre. Pour pouvoir embaucher d'autres personnes. Pour pouvoir embaucher d'autres personnes. C'est ça. On a vu la gestion financière, on va voir la gestion commerciale. Et ça, on va se situer au cœur de l'activité. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous ratez votre stratégie commerciale, vous perdez tout votre argent. Donc la gestion commerciale, elle est aussi importante que la gestion financière. C'est de ça qu'on va parler. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Merci de le dire parce que les grandes entreprises, elles ont un département commercial. Ils ont embauché des gens qui sont sortis des grandes écoles commerciales, qui savent mettre en branle toute une technologie, toute une politique. Mais moi qui suis jeune entrepreneur, qui suis tout petit, je n'ai pas ces moyens-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi aussi exister sur le marché? Et pouvoir vendre. Et pouvoir vendre mes services. Peut-être qu'on va prendre un exemple. Moi, j'ai vu Nessie souvent faire la cuisine à la télévision. Elle fait tous les jeudis. Elle fait tous les jeudis. Dans la rubrique diététique. Ça voudrait dire qu'elle aime faire la cuisine. Elle aime manger seule, au fait, quand on veut, voilà. La cuisine saine. Elle aime manger seule. Oui. Et il répète, manger seule. C'est normal qu'elle parte dans la cuisine. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. C'est ça. Elle va seule dans la cuisine. Non, mais Marco refuse de m'accompagner. Il refuse de m'accompagner. Christelle Akoussa ou ma soeur. Maintenant, je pense que... En tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est l'esprit d'entreprise, ça? Bon, c'est l'esprit d'entreprise. Elle doit vendre ses produits à Marco et à tout le monde. Elle doit vendre. Merci. Elle ne doit pas donner cadeau. Non, merci, je savais que vous étiez entrepreneur, mais je ne savais pas que vous étiez avocat. D'accord. Donc, on peut imaginer que Nessie veut faire de la restauration. OK. Elle doit choisir une cible. Je vais nourrir des gens à Cocody. Qui nourrit? Il y a les gens qui viennent à l'école, par exemple. Les jeunes gens qui viennent à l'école. Il y a combien de lycéens à Cocody? Il faut peut-être le savoir. On leur donne combien de francs pour manger à midi, par exemple? Il faut le savoir. Parce que c'est cet argent-là que moi, je vais m'organiser pour aller capter. C'est de ça qu'il s'agit, d'études de marché. Donc, c'est connaître ses clients, connaître leurs besoins, savoir s'ils ont de l'argent pour payer le produit ou le service. C'est ça l'étude de marché. Et qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger? Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger? Qui leur donne ça? À quelle heure exactement ils viennent manger? Comment tout ça? Et puis, une fois qu'on connaît comment ils veulent que la nourriture soit présentée, voilà. Tout ça, c'est très important. Et quand on a connu toutes ces caractéristiques-là, on va bâtir sa stratégie commerciale. On va rester avec Nessie, on dit, elle choisit par exemple le groupe des agents des banques. Il faut que Nessie sache combien d'agences de banques il y a à Cocody. Et dans chaque agence de banque, on a combien de personnes? Si on a 50 agences, avec 10 personnes dans chaque agence, ça fait 500 personnes qui doivent manger à midi. Est-ce que vous voyez ça? Effectivement. OK. 500 personnes qui doivent manger à midi, il faut que Nessie le sache. Comment s'organise-t-elle pour le savoir? Est-ce qu'elle va à la direction, dans chacune des directions des banques, pour connaître le nom, ou bien elle-même, elle va individuellement sillonner toutes ces agences pour savoir leur emplacement, pour discuter avec les agents des banques, en se disant que ceux-là, ils ont tout juste 1 heure de temps pour se restaurer à midi. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller dans un restaurant. Et généralement, elle va observer. Elle va dire, mais comment ils font pour manger? Ils envoient
les dames de ménage là achetaient quelque chose quelque part. Donc, si par exemple, je veux atteindre cette cible-là, il y a une manière de présenter. Ce sont des gens qui travaillent à la banque. Voilà. Ils sont assez en griffe, peut-être un peu méticuleux. Ils sont en costume, tout ça. Présenter, donc, la manière de présenter, la manière de... Oui. Et définir mon langage commercial. Leur dire, par exemple, est-ce que vous savez où on prépare ces repas que vous mangez à midi? Ils ne savent pas. Mais ici, Nessi va dire, c'est moi, Nessi, qui fait la cuisine. Comme ils l'ont vu à la télévision. Il y a un capital confiance. Il y a un capital confiance. De vrai, Des normalement. propretés, de traçabilité, des produits qui vont rentrer dans la confection du plat. Et puis, elle va observer sur le marché combien de gens donnent chaque jour pour aller acheter le plat. Est-ce que c'est 2000? Est-ce que c'est 1500? Est-ce que c'est 1000 francs? Il faut qu'elle connaisse les caractéristiques. Donc, ça veut dire que, M. Kouadio, est-ce que quand on veut faire une étude de marché, c'est pratiquement un enregistrement? Oui. On va sur le terrain, on note, on peut questionner aussi, il y a des enquêtes, des interviews. On observe, on interroge, on note. Et puis après, on vient s'asseoir pour faire une synthèse, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. On ne se lance pas sur un marché comme ça. On ne se lance pas comme ça. Vous ne connaissez pas. Parce que j'ai les moyens, j'ai telle personne qui m'a donné des moyens. Voilà, bon, moi, je vais faire la NACAD. Je m'en vais ou bien je vais faire ceci. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie. C'est une science. L'entrepreneuriat, c'est une science. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez échouer. Donc, l'étude de marché, il faut du temps et de l'argent. Il faut du temps. De l'argent. De l'argent. De la patience. De la patience. De l'argent si vous en avez. Mais du temps et beaucoup d'efforts. Et du flair. Et du flair. Et être un fin observateur. C'est ça qui est... Tout le monde mange à midi. Mais qu'est-ce que les banquiers, là, ils mangent? Et qu'est-ce que moi, je peux leur proposer en fonction de ce qu'ils mangent, en leur expliquant comment moi je prépare mes menus, les inviter à venir visiter ma cuisine, avec tous les instruments que j'ai, la traçabilité de mes produits. Est-ce que c'est des produits frais? Est-ce que c'est des produits... Cibler, par exemple, une personne dans la banque et dit, bon, moi, pour montrer quand même ce que je prépare, pendant une semaine, on voit ça souvent sur les télévisions, une semaine, vous avez l'entrée, le déjeuner, gratuitement. Gratuitement, pour que vous puissiez... Ça va être de la promotion. Voilà. On prend les leaders d'opinion, par exemple, un délégué syndical, un membre de la direction, et on... Si elle veut vendre ça à la RTI, elle prend Marco. Merci beaucoup. Je sens que vous et moi, nous pouvons aller loin ensemble. Et Marco, quand il aura mangé ça, bien mangé, il va dire, non les gars, vous tous, achetez chez Nessi. C'est de ça qu'il s'agit. Même si elle ne nous invite pas quand elle va préparer de la cuisine. Oui, bon. Il y a les gratins, après on peut passer pour Non, on le dit comme ça, mesdames et messieurs, mais c'est très important, l'étude de marché. Parfois, on néglige. On se dit que, bon, puisque j'ai de l'argent, ça couvre tout. Non, l'argent ne fait pas tout. Non, l'argent ne fait pas. C'est la démarche scientifique. Et pour les jeunes entrepreneurs, pour la PME, qui n'a pas toutes les compétences pour choses, il n'aura pas suffisamment d'argent pour couvrir ce marché. Et voilà pourquoi il lui faut de la patience. Aller interroger les gens, voir la concurrence. Il faut surveiller la concurrence. Ceux qui leur donnent à manger, comment ils font? Manger parfois le repas de la concurrence pour dire je vais faire mieux que ça, présenter mieux que ça, pour donner un produit de qualité. Une chose. Je disais à quelqu'un qui voulait vendre du vin, il me dit les Baoulés boivent. Bon, mais les Baoulés ils boivent quoi? Ils boivent de l'eau? Oui. Il me dit ils boivent de l'alcool. Mais quel alcool? Ça va du koutoukou au liqueur. Au champagne. Le koutoukou, c'est plutôt pour les amis. Bon, on ne va pas refaire ce vieux débat bon, ici. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde sait, Pas besoin. Que les Baoulés sont rois. Les amis sont sereins. Oui, on y va. Ok. C'est un Baoulé, monsieur Jean-Baptiste Kouadio. La preuve, la première école, c'est un Piyani. Soit dit en passant. Oui, oui, d'accord, ok. Tu veux vendre du vin et tu veux aller dans les campements, par exemple, pour vendre du vin. Mais il ne faut pas aller à des moments où les paysans n'ont pas d'argent. Même s'ils boivent du vin, mais il faut qu'ils soient capables d'acheter.
Donc, il faut anticiper sur tout ça pour savoir placer ton produit au bon moment. Ce sont ces petits détails-là, ces petits riens voilà, qui font tout. Qui font tout. Moi, j'ai observé à Abidjan qu'à l'approche des fêtes, par exemple, il y a des magasins qui s'ouvrent partout. Et puis 2 jours après les fêtes, 3 jours après les fêtes, il y a des soldes. Si vous sillonnez Cocody, vous allez voir soldes. Soldes. Pas que Cocody, un peu partout. Bon, ok. Comme je suis souvent dans la zone de Cocody, je prends ça. Soldes. Ils sont en train de liquider tout le stock. Ça veut dire qu'ils ont mal anticipé le marché. Ce n'est pas parce que les gens sont à Cocody qu'ils achètent à Cocody. Ça, il fallait le savoir. Ce n'est pas parce que vous allez ouvrir votre pharmacie devant le CHU que les gens vont venir nécessairement acheter là. Ils vont venir demander les prix des médicaments là et puis ils vont aller acheter ailleurs parce que parfois ils n'ont pas l'argent sur eux. Donc l'étude de marché va nous permettre de connaître les habitudes d'achat, la décision d'achat, qui donne l'argent et tout ça. Il faut connaître tout ça pour pouvoir monter son entreprise. Si on ne le fait pas, on va carrément dans le décor. Est-ce qu'on a besoin d'une étude de marché pour un petit commerce, c'est-à-dire une femme qui veut vendre son aloco dans le quartier? Est-ce qu'elle a besoin nécessairement d'une étude de marché? Elle a besoin d'une étude de marché, pas aussi formelle. Pas de la même ampleur que d'autres. Pas de la même ampleur, pas à la même échelle. Mais elle a besoin d'observer quand même. Parce que si elle veut vendre de l'aloco, est-ce qu'il y a une dame qui vend déjà de l'aloco là? Est-ce que les gens perdent du temps, ils sont en rang? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'il n'y a pas de petits-enfants qui traînent à côté avec la mort, tout ça? Il faut observer tout ça. Oui, c'est ça qu'on observe dans les quartiers. Hein? Et donc, après, il faut dire, bon, moi, je vais faire ceci, je vais être plus fort que ça, je vais faire de la propreté, je vais faire de la place, les gens vont s'asseoir, ils ne vont plus être en rang. Je vais avoir même une fille à côté qui peut livrer à domicile. Voilà. Voilà quoi. C'est ça. C'est toute une ingéniosité. Une étude de marché. Pas de la même ampleur, pas dans les mêmes dimensions, mais il faut toujours connaître la clientèle. Si on dit étude de marché, peut-être que le mot va faire peur, mais c'est tout simplement, il faut se renseigner d'abord avant de se lancer. C'est ça, voilà. Merci beaucoup. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner d'abord, il ne faut pas aller comme ça parce que, bon, j'ai eu de l'argent, mon papa, mon oncle a été nommé quelque part, bien placé, il m'a donné de l'argent pour que je puisse me débrouiller. Il faut utiliser cet argent-là à bon escient et vraiment être un passionné dans le secteur où on va. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Si vous êtes un passionné, par exemple, en matière de cuisine, comme Nessie, le cas de Nessie, par exemple, vous allez faire en sorte que, franchement, ce soit bien choisi et que, vraiment, il y ait un feeling particulier dans votre service. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis un passionné de la formation professionnelle. Donc, je sais comment présenter ça. Je sais comment capter l'attention de mes apprenants. Et ça, c'est important parce que ne faut pas... je dis toujours aux gens, il ne faut pas se fatiguer. Il y a un minimum à servir. Tu fais ce minimum, tu continues ton chemin. Et il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on peut réussir sans étude de marché. Ce n'est pas possible. Ou bien parce qu'on a simplement les moyens. Marco l'a dit, il faut se renseigner. Le marché, je le dis, ce n'est pas la zone géographique. C'est les clients, c'est leur comportement, c'est leur pouvoir d'achat, c'est tout l'environnement et l'environnement du pays même. C'est-à-dire de la région. Par exemple, ici, par exemple, on ne consomme pas forcément de la même manière à Mans qu'à Bongouanou ou à Boaké. Non, il y a des spécificités. Il y a des spécificités, il faut connaître. Voilà, faut connaître. Et c'est sur ça que vous allez insister pour pouvoir faire rouler votre affaire. Mais si vous ne connaissez pas, basta. Vous faites le premier service, vous préparez, comme c'est Nessie qui avait fait. Nessie prépare, se présente devant les banques pour dire non, on va dire non. C'est comme l'exemple d'une année, on nous dit ça donc dans les cours de marketing. Il y a une grande firme automobile qui une année a fabriqué de très belles voitures, mais le problème, les volants étaient à droite. Bon. Un détail peut-être
qui peut paraître insignifiant, mais c'est un pays francophone en plus. Alors que chez nous, les volants sont à gauche. Voilà. Rien que ça, des petits détails bon, qui semblent être petits, mais après qui ont des incidences grandioses sur les finances, hein, c'est ça. Bon, je prends un exemple aussi. Je prends l'exemple des baoulés toujours. Hein. Bien sûr, ce sont les meilleurs, oui. Quand ils veulent boire du vin, ils vont commencer... Il n'y a pas d'autre exemple à part le vin de baoulé. Bon, comme moi, je n'en bois pas. Bon, donc, les baoulés, c'est du coup, c'est les ouais, donc, ils vont commencer à toucher, voir s'il y a une étoile. Une étoile sous la bouteille. Oui. S'il n'y a pas d'étoile, ils vous disent non, ça, je ne bois pas. Alors, si vous voulez livrer du vin au baoulé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir des bouteilles où il y a toujours une étoile. Il faut compter les étoiles. Voilà. Mais ça peut paraître insignifiant, mais bon, s'il n'y a pas ça, il ne va pas boire. Vous voyez, c'est ça. C'est ça l'étude de marché. Connaître son client, connaître ses besoins, savoir provoquer le besoin parfois. Ça va provoquer le besoin. La stratégie push, la stratégie pull. Voilà. On va vers lui ou on l'attend lorsqu'il vient vers nous. Si je l'attends, c'est une autre manière de présenter. Voilà. Si je vais vers lui, il y a une autre manière de présenter le produit. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kouadio, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Et puis, on espère que tous ces jeunes, tous ceux qui rêvent d'entreprendre là, vont vraiment avoir de trouver de bonnes réponses à toutes les questions qu'ils se posent. Merci beaucoup. Je rappelle aujourd'hui que nous parlions de l'étude de marché, son importance et ses différentes étapes. Quelles que soient ses déclinaisons, l'étude de marché est très importante. Il ne faut pas la négliger. Tout le monde a besoin d'une étude de marché, hein, quel que soit le secteur d'activité, de la vendeuse d'alocos à celui qui lance sa start-up. Il faut vraiment une étude de marché. C'est très important ici. Effectivement, c'est très important, Monsieur Kouadio. Merci. On espère que la prochaine fois, vous allez nous parler de comment gérer la clientèle, l'accueil. Parce que dans certaines boutiques, quand on arrive, on a l'impression que... On veut vous chasser même. Justement, qu'on n'est pas content de nous voir. Ils ont le bien serré. Oui, quand alors que chez le Mauritanien, même quand vous voulez payer quelque chose de 5 francs, vous donnez des billets de 10 000, il va se débrouiller pour vous donner la monnaie. Chez nous, il n'y a pas monnaie. Mais bonjour, madame, il y a quoi? Et il y a un client, et on perd un client comme ça. On perd un client. On perd un, mais on en perd 100. Effectivement. Parce que il va dire, la balle, c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, aujourd'hui, vous le savez, hein, c'est mardi. Mardi, dans votre émission Matin Bonheur, c'est question de droit. Donc, on parlera des droits de la femme enceinte employée. Mais avant, on va partir pour un reportage. On l'a vu hier, mais on le revoit également aujourd'hui. Il s'agit de la vindicte populaire, la justice du peuple par le peuple. Ça donne quoi? On y va. Ces vidéos amateurs, nous les avons recueillies sur les réseaux sociaux. Nous avons expressément figé certaines et flouté d'autres pour ne pas choquer la sensibilité des téléspectateurs. Elles montrent des présumés délinquants pris à partie par des foules, battus à mort ou soumis à de pires humiliations. Des pratiques courantes connues sous le nom de justice du peuple ou encore de vindicte populaire. La vindicte populaire, selon le petit Larousse, désigner quelqu'un à la vindicte, c'est le signaler comme coupable et le livrer au châtiment. Donc la victime va à un moment donné se retrouver face à une foule qui numériquement donc, la dépasse et qui va donc être ses agresseurs. Autrement dit, c'est la vengeance, une exécution sommaire sans jugement. Exécution sommaire sans jugement. Dans bien de quartiers populaires d'Abidjan, on connaît bien cette pratique. Un voleur, il voit une fois, 2 fois, tes choses te perdent. Tu mets tes choses à la main, tu sors, on défonce ta porte, on va prendre tes matériaux que tu as achetés cher. Donc je pense que c'est ce qui pousse les gens à se faire juste eux-mêmes. Pour moi, quand je trouve que attraper un volet puis le porter main sur le champ, c'est pas bon. Mais la situation de fois, ça oblige de le porter main. Tu l'envoies comme ça pour le corriger, mais 2 jours après, tu le vois au dehors. Je ne sais pas quel arrangement qu'ils font là-bas. Donc quand on attrape, chacun lui tape un peu. Le taper un peu, ce langage voilé qui cache en réalité un véritable malaise au sein de nos sociétés. La rupture de confiance entre les institutions et les populations et peut-être même la mauvaise compréhension du sens de l'État. Chaque fois qu'un individu est par exemple brûlé, c'est l'État qui brûle. Il faut que
l'éducation civique reprenne ses droits. Il faut que les gens connaissent leurs devoirs et leurs obligations. Il faut effectivement que le citoyen se rende à l'évidence qu'il n'a pas à se faire justice pour telle ou telle autre chose. Aucune personne n'a le droit de se faire justice. Mais quand les populations sentent qu'ils ne sont plus en sécurité et que l'État est défaillant en matière de sécurité publique, pour combler ces vides-là, les gens vont eux-mêmes donc se faire justice. Donc c'est lié donc au fonctionnement donc de l'institution même. Humilier, infliger la peine capitale, la vindicte populaire est pratiquement un fait banal. Devant cette violation récurrente des droits de l'homme, que dit la loi? La vindicte populaire, ce n'est pas une infraction. Mais les conséquences de la vindicte populaire entraînent des infractions qui peuvent être le lynchage, qui peuvent être le pillage, qui peuvent être la destruction des biens, qui peuvent être des blessures, ainsi de suite. Et ce sont ces conséquences-là qui sont réprimées par la loi pénale. Dans le vocabulaire du code pénal, le mot vindicte populaire n'y figure pas. Mais heureusement, les coupables ne sont pas à l'abri d'une sanction pénale. En plus de la sanction, l'État choisit aussi la prévention. La Commission nationale des droits de l'homme se dit préoccupée par le phénomène. Qu'est-ce que nous faisons, n'est-ce pas, pour ne pas que ces faits se produisent? Nous procédons à des campagnes d'éducation, des campagnes de sensibilisation de masse, au travers des focus group, au travers de nos commissions régionales qui sont installées dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et quand un cas de vindicte populaire lui est signalé? Lorsque la Commission nationale des droits de l'homme est saisie, elle procède à ce qu'on appelle une investigation non judiciaire. Nous essayons de comprendre comment les faits se sont produits et nous assistons les victimes ou les parents des victimes, n'est-ce pas, si elles souhaitent porter plainte. Sanctionner les coupables de lynchage, sensibiliser et éduquer, assister les parents ou les victimes, autant d'actions menées. Mais tous les jours, des cas de justice populaire sont signalés. Combien de personnes meurent ou sont humiliées tous les jours sous la colère des badauds? Soupçonnés ou dénoncés? Bien malin qui pourra y répondre. Parce que malgré tout, le peuple continue de rendre sa justice tous les jours et par n'importe quel moyen. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, du nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, organise, en collaboration avec ses partenaires, la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les communes d'Abobo, Yopougon, Marcory, Trècheville, Adjamé, Plateau, Atekoubé, Port-Boué, Koumassi, Cocody, Bégerville, Anyama, Dabou, Jacquesville et Grand-Laou. Cette distribution aura lieu du 16 au 20 février 2018 dans ces communes. Chers parents, rendez-vous au lieu de distribution de votre localité, muni du ticket qu'on vous a remis lors du dénombrement pour recevoir votre moustiquaire. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Infoline 22 40 97 27 22 42 17 02. Unis, nous vaincrons le paludisme. Bonjour 2018. Que du bonheur. Ta maman dit que tu t'appelles Jean. Toi, tu dis que tu t'appelles Lampadaire de Paris. Eh, brouteur. Que d'humour pour la bonne humeur. Je considère que vous qui êtes ici, c'est un groupe scolaire. Et puis là, c'est EPP. Donc, quand EPP s'en va, voici le chant que les gars chantent.
Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. En ce moment, le vaurier est devant. Hein. Il y a la crête sur son visage. Faut voir le groupe scolaire maintenant, viens chanter. Jolie, joue là. So. Faut voir Pépé. Ah, c'est une duel de chant quoi. Nous l'avons déjà ici. Namuruna, oh Namuruna. So. Denisele. Akele mata. Asira mata. Asaba mata. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro et Dipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Retour sur le plateau des matinales, mesdames et messieurs, 7h04 à Bongouanou, en bateau, à Timélicro, dans ces endroits magnifiques de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Dernière ligne droite avec le droit, bien sûr, parce que c'est mardi. Aujourd'hui, nous allons parler des droits de la femme enceinte employée, bien sûr, avec Maître Koné Kiyobien qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Maître. Bonjour Marco. Ce sera dans quelques instants seulement, juste après l'élément explicatif qu'on appelle la thématique. Et puis on revient pour discuter jusqu'à 7h30. Vous êtes à Matin Bonheur et vous faites bien. Une femme salariée qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte est souvent source de tourments. Mal comprise, ses absences dues aux consultations prénatales lui portent bien souvent préjudice. Et pourtant, la femme salariée employée et enceinte a des droits. La femme enceinte salariée ne peut pas être envoyée, ne peut pas être licenciée en se basant seulement sur le simple fait qu'elle est enceinte. Pour qu'elle soit licenciée véritablement, il faudrait se baser sur d'autres arguments. Parce qu'en l'état, son état de grossesse ne peut pas constituer un handicap. Si et seulement si la dame commet une faute lourde ou si elle est dans des conditions qui l'empêchent de poursuivre son contrat. La femme enceinte, pendant son contrat de travail, bénéficie d'un statut protecteur défini par le Code du travail. Un code foulé aux pieds par de nombreux employeurs. Les collaborateurs au travail trouvaient que c'était un peu trop. L'absentéisme qui était indépendant de ma volonté. Moi, je voulais seulement avoir mon enfant, mais c'était devenu un problème. Et un jour, j'ai été convoquée. Il fallait choisir entre mon poste et puis la grossesse. J'ai perdu l'enfant et on m'a opérée. Et à mon retour, je suis allée trouver que j'ai été remplacée. J'ai eu un petit quelque chose dans une petite boîte. Cette fois, je n'ai pas vu de commencer les consultations pour éviter de me faire renvoyer comme en 2015. Mon patron m'a dit que c'est quelle grossesse on fait consultation chaque semaine. Parce que la semaine dernière, déjà, j'avais pris une permission pour venir à la consultation. Et cette semaine encore, je prends une autre permission. Alors que je lui ai expliqué que la dame en question n'était pas là. Elle avait été remplacée par une autre, mais sa remplaçante était permissionnaire. Cela est dû souvent à l'exagération qu'elles font de leur absence. Elles peuvent prendre une demi-journée, demander une permission pour une demi-journée, et puis quand elles s'en vont, c'est toute la journée. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens hésitent à leur donner les permissions. Mais ces permissions-là sont nécessaires pour elles. En tant que salariée enceinte, la femme bénéficie d'un statut particulier qui vise à la protéger, elle et son enfant. Mais rares sont celles qui connaissent ce statut protecteur. Je suis enceinte de 4 mois et demi. En ce qui concerne les droits de la femme enceinte, je ne sais pas, mais je compte me renseigner là-dessus. Le seul droit que je connais, c'est qu'elle a droit à un congé de maternité. Enceinte, la femme a un statut particulier qui la protège de nombreux désagréments. Mais ignorante de ce privilège, la femme enceinte employée est souvent victime de renvois sans autre forme de procès, et là encore, aucune poursuite judiciaire n'est lancée. Une impunité causée par l'absence de vulgarisation du Code du travail. Maître, alors on vient de voir l'élément. Comment le droit du travail appréhende-t-il l'état de grossesse? Dans tous les textes du droit, en droit du travail, dans le Code du travail, vous entendrez état
médicalement constatée. Ce qui veut dire que la présentation physique ne suffit pas. Même si une femme enceinte, ça ne se cache pas. Il y a des moments aussi où on se surprend à voir que la voisine qu'on avait été enceinte sans qu'on le sache. Donc c'est l'état de grossesse médicalement constaté qui est pris en compte par le droit du travail. D'accord. Alors, quels sont les droits reconnus à la femme en état de grossesse au moment de son embauche, maître? En droit du travail ivoirien, le principe, c'est qu'il est interdit à un employeur de refuser l'embauche d'une femme en prenant en considération son état de grossesse. Et cette interdiction aussi va jusqu'à ce que l'employeur ne puisse pas résilier un essai. Lorsque un employé est en période d'essai et que l'employeur se rend compte qu'elle est en état de grossesse, il n'a pas le droit de résilier son essai à cause de cet état de grossesse. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un casting, que l'employé voit la dame enceinte entrer dans la salle du casting afin de compétir, ou bien si c'est un essai, il peut à ce moment, il n'a pas le droit à ce moment-là de dire non, madame, vous êtes enceinte, on ne peut pas... Non, il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce Déjà droit. à ce moment-là. Déjà en ce moment, il n'a pas ce droit. Et même si en cours de décès, il se rend compte qu'elle est enceinte, il ne peut pas non plus faire une mutation d'emploi à un poste de travail incompatible avec son état de grossesse. Mais comment savoir? C'est l'état de grossesse médicalement constaté. Si la femme est enceinte et qu'il y a des documents qui montrent qu'elle est enceinte et qu'on veut la muter, qu'elle présente ces documents, on ne peut plus la muter s'il s'avère que le poste qu'elle doit occuper est incompatible avec son état. Mais il y a des employeurs qui sont très vicieux. Alors, comme Nessie demande comment savoir si la motivation de l'employeur est fondée sur l'état de grossesse lorsqu'il refuse, par exemple? C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Parce qu'il peut faire ça de façon voilée. Il peut invoquer tous les motifs, mais parfois aussi, à l'analyse, on peut voir qu'il y a des motifs quand même fallacieux ou bien un peu trop faibles. On peut comprendre. Imaginez-vous une secrétaire qui est toujours à son poste parce que lui, il attend d'avoir une jeune dame filiforme à son secrétariat. Il l'emploie et à un moment donné, il se rend compte qu'elle est enceinte et médicalement constaté. De toute façon, lorsqu'elle est enceinte, à cause de ce qu'elle doit faire, les examens médicaux, elle envoie les documents. Et on se rend compte qu'il commence à dire non, madame, vous ne pouvez plus travailler comme ça, vous ne pouvez plus être ici, mais madame, vous dormez un peu trop sur le bureau, vous faites un peu trop ceci. Bon, de toute façon, on va vous muter ailleurs. Ça montre. Il y a des indices qui souvent ne trompent pas. Mais parfois aussi, comme il le dit, il peut y avoir des employeurs vicieux qui vont prendre en compte quelques éléments assez subtils pour muter ou pour licencier. Il y en a qui vont jusqu'à invoquer des motifs économiques pour licencier une seule employée et la remplacer par quelqu'un d'autre. En ce moment, lorsqu'on arrive devant le tribunal du travail, ce type de motif ne peut pas tenir. Mais est-ce que la femme enceinte aussi peut utiliser son état comme des excuses pour ne pas exécuter certaines tâches? Oui. Vous voyez, c'est là l'intérêt de la protection. Pendant qu'on fait interdiction à l'employeur de licencier, mais la femme, à l'inverse, elle a tout le droit de demander une résiliation de son contrat. Elle a le droit de demander une suspension de son contrat pour cause de grossesse. Non, mais avant même la suspension du contrat, c'est-à-dire pendant les heures de travail, demander une pause d'1 heure parce que je ne me sens pas bien, parce que j'ai envie de faire une petite sieste vu mon état de grossesse. Est-ce que l'employeur a le droit de m'accorder cette pause-là? Bon, au sens du droit stricto sensu, ce n'est pas tout à fait possible. Mais une possibilité est donnée à la femme dès le 3e mois de la grossesse. La femme a le droit, dans la limite des tarifs de formation sanitaire, de se faire rembourser déjà. Ça, c'est le premier élément. Et bien, pendant cette période-là aussi, elle peut bénéficier des moments pour ses examens médicaux. Et ce temps qu'elle prend pour ses examens médicaux est considéré comme temps de travail. Et il est rémunéré. Et il est pris en compte dans le calcul des congés. Alors, comment la femme en état de grossesse est-elle protégée au cours de l'exécution de son contrat de travail? C'est très important. Est-ce que tous les employeurs respectent ces droits-là concrètement? Et puis, qu'est-ce que les textes prévoient pour la protection de ces femmes-là dont les droits ne sont pas respectés? En fait, au cours de l'exécution, cette interdiction qui est faite à l'embauche est aussi continuée au cours de l'exécution. Ce qui fait que l'employeur ne peut pas prendre en compte l'état de grossesse pour résilier le contrat de la femme en état de grossesse médicalement constaté et pendant la période normale de suspension des contrats pour
les congés de maternité ou bien le temps qu'elle prend pour ses soins médicaux, ainsi de suite. Mais et à l'inverse, comme je l'ai dit, ce droit est reconnu à la femme de pouvoir résilier, elle, son contrat. Et même au moment de l'allaitement, elle peut aussi avoir le temps de... Elle peut, dans la norme, demander une suspension de son contrat en attendant que ce moment passe. Et en cas de licenciement, si l'employeur passe outre cette interdiction, contrairement aux autres employés, certainement les employés protégés comme les délégués du personnel, les délégués syndicaux et autres, on dit seulement on alloue des dommages-intérêts. Mais dans le cas de la femme mariée, le code est clair. Son licenciement est nul. Et la femme en état de grossesse qui a été licenciée doit être réintégrée dans son emploi. Maintenant, si elle n'est pas réintégrée en ce moment, ce licenciement devient une circonstance aggravante dans l'appréciation du dommage qu'elle a subi. Et si et maintenant, il a demandé si pourquoi, est-ce que tous les employeurs... Mais bien sûr que non, tous les employeurs ne respectent pas ces principes-là. Tous les employeurs ne respectent pas ces éléments-là. Et quelquefois, ils disent, on ne savait pas qu'elle était enceinte alors qu'ils avaient tous les documents. Il y en a qui vont jusqu'à licencier la femme enceinte et mettre fin à sa couverture médicale. C'est souvent devant le médecin traitant que la femme se rend compte que sa couverture médicale a été supprimée. Il y a une dame qui nous envoie un mot à l'instant pour dire que est-ce que, M. Gouvo, enfin, demandait à M. Kiobien, est-ce que c'est normal que pendant une réunion, mon patron puisse dire avec beaucoup de témoins, c'est ça le problème, travailler avec les femmes là, à tout moment, ils vont vous lâcher avec leur grossesse. Non, ça ne se dit pas. On peut poursuivre ce directeur. Elle peut poursuivre ce directeur. Elle peut le poursuivre, oui. Parce que ce qui a été dit est... ça va même au-delà des relations simples de travail. C'est une atteinte à sa personne. À sa personne. Oui. Et en ce moment, c'est désobligeant. Ce n'est pas normal. Et ça ne peut pas être toléré. Oui. Donc la femme aussi a droit à un congé de maternité. À quel moment? Absolument. Parce que le congé de maternité est fixé en fonction des 9 mois de grossesse. Oui. Mais et si la grossesse dure moins de 9 mois ou plus de 9 mois? Non, il y a le congé de maternité. En fait, les 14 semaines dont on parle, la femme enceinte peut les prendre. Souvent, on demande aux femmes de les... Oui, un peu plus tôt. Il y en a qui attendent à la dernière minute, à quelques mois, même pas quelques mois, à quelques semaines de l'accouchement pour avoir un long congé de maternité et pouvoir allaiter mieux son enfant. Sur le plan, c'est consensuel. Seulement, il faut avoir ce congé de maternité. On ne peut pas empêcher quelqu'un, ça c'est un congé légal, on ne peut pas empêcher une femme enceinte de l'avoir. D'accord. Donc, si elle est allée en congé de maternité, elle revient. Si, entre-temps, l'entreprise a changé, il y a eu des bouleversements, qu'on a supprimé son poste ou bien qu'on l'a remplacé, qu'est-ce qui se passe? L'employeur... Pendant cette période, on ne peut pas la licencier. Pendant cette période, on ne peut pas la licencier. Maintenant, si elle revient et qu'il doit avoir un licenciement, on l'informe. Et justement, c'est l'exception qu'il faut voir. Il y a la possibilité de licencier la femme enceinte en cas de faute lourde. En fait, ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas parce qu'elle est en état de grossesse qu'on ne peut pas la licencier du tout. Ce qui est interdit, c'est la prise en considération de l'état de grossesse. Maintenant, si elle fait une faute lourde, ça c'est une exception à la règle, on peut la licencier. Si il y a une impossibilité de maintenir son contrat pour des motifs étrangers à la grossesse, notamment un licenciement collectif pour motif économique, une suppression de poste, suppression d'emploi, ainsi de suite, on peut la licencier en ce moment. Imaginez-vous bien fermeture d'entreprise. Bon, elle est enceinte, c'est vrai, mais l'entreprise ferme. Qu'est-ce qu'elle peut... Elle ne peut pas faire autrement. Elle est enceinte, elle était à l'origine d'un détournement de fonds. De fonds, donc on peut la licencier. Ou bien, elle est enceinte, mais il s'avère que l'emploi pour lequel elle est dans l'entreprise vient d'être supprimé. Donc on ne peut pas continuer à la garder. Justement, mais il faut si l'emploi a été supprimé, est-ce qu'on ne peut pas la muter ailleurs? Bon, si l'emploi a été supprimé, vous êtes d'une formation spécifique pointue. L'emploi est supprimé. Vous ne pouvez pas faire autre chose. On peut pas la lutter. Si on ne peut pas, il n'y a pas d'emploi en substitution. Si c'est une suppression d'emploi, on ne peut pas faire autrement. Une suppression de poste, on ne peut pas faire autrement. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne prétexte de ce motif pour licencier une femme parce qu'elle est enceinte. Et parce que tout tôt ou tard, ça va se découvrir. L'entreprise continue, ça marche. La femme
elle continue d'avoir des contacts dans l'entreprise. Elle continue, elle peut par tous les moyens investiguer. Si on se rend compte qu'après le licenciement, vous avez embauché quelqu'un, alors que vous avez dit que le poste était supprimé, en ce moment-là, on va vous poursuivre pour avoir licencié la personne en prenant prétexte de ce qui n'était pas la vérité. Et là, vous allez subir la sanction. Alors, maître, il y a des entreprises où la femme enceinte est constamment stressée. Oui. À la limite, elle peut perdre son enfant. Les entreprises, on parle d'obligation de résultats, de stress permanent. En plus, il y a des endroits spécifiques où une femme enceinte ne peut pas travailler par rapport à son état de santé. Est-ce que tout ça, c'est... Normalement, la femme enceinte, si l'emploi qu'elle occupe est incompatible avec son état de santé, il faut lui trouver un emploi correspondant à son état. Maintenant, s'il n'y a pas d'emploi correspondant du tout, le contrat de travail en ce moment est suspendu. Et elle demeure chez elle jusqu'à ce qu'elle accouche et que la période légale qui est déterminée par la loi passe. En ce moment, elle pourra reprendre son travail. Ça, c'est le principe. C'est ce que la loi impose. Parce que si son état de grossesse est incompatible, du moins l'emploi est incompatible avec son état de grossesse, on ne peut pas continuer à l'employer. Et s'il s'avère que ce qui est... Et même la loi impose à l'inspecteur du travail de faire des examens médicaux aux femmes et aux enfants dans les entreprises pour s'assurer que l'emploi dans lequel on les a affectés est compatible avec leur état, n'est pas au-dessus de leur force. Vous êtes sûr que ça se fait ici? En principe, ça devait se faire. Mais si l'inspecteur du travail ne fait pas son rôle, voilà le souci. L'inspecteur du travail a un pouvoir élevé, il a un pouvoir étendu, mais très souvent, il n'en use pas. Tandis que les droits abondamment proclamés sont insuffisamment protégés. Ça, c'est la bonne formule, ça. Abondamment proclamé, insuffisamment protégé. Donc, ce qui veut dire que la femme en état de grossesse, dans les textes, elle a une protection avérée, elle a une protection bien établie. Elle va même, la protection va jusqu'à des congés qui ne sont pas forcément... C'est le congé de maternité seulement qu'on connaît. Combien de femmes savent qu'elles ont des autorisations d'absence pour les examens médicaux considérés comme temps de travail? Combien de femmes savent que dès le 3e mois de la grossesse, tous les soins médicaux doivent être remboursés par la CNPS? Combien de femmes le savent? Et puis, durant les 14 semaines, il y a une allocation de maternité, une indemnité journalière qui est égale au travail, au salaire qu'elle percevait. Et tout ça, c'est à l'achat de la CNPS. Combien de femmes le savent? Et combien de femmes, on ne stresse pas dans leur travail? Et s'ils savaient que le stress qu'elle vit est incompatible avec son état de grossesse, elle peut le faire constater médicalement et puis demander à l'employeur soit de la muter, soit s'il savait que l'employeur ne peut pas mettre fin à ce stress, qu'on suspende son contrat de travail le temps qu'elle accouche. Mais combien de personnes appliquent ces lois? Et ces lois-là sont valides, peu importe le contrat de travail? Bien sûr, peu importe le contrat de travail. Ou même il y a des heures de travail. On peut dire à une femme, si une femme est en état de grossesse, qu'on lui dit commence à travailler à 5 h du matin. Si par exemple c'est à 5 h du matin qu'elle a besoin de sommeil, elle ne peut pas continuer à venir. Donc il faut suspendre son contrat le temps qu'elle accouche. Pourquoi on a l'impression que c'est... Sous d'autres cieux, une femme enceinte au travail, ça fait joli, ça fait bien, ça fait évoluer. Mais sous nos cieux, c'est comme si c'était un poids qu'on portait dans l'entreprise. D'où ça vient ça? Bon, il doit y avoir d'autres causes. Demandons aux sociologues, demandons à d'autres personnes autres que les juristes. Mais pour notre part, nous constatons que la grossesse qui devait être un bonheur pour la famille est perçue comme un poids au travail. Oui. Et comme un poids au travail. Or, en principe, certainement que notre origine, du moins les origines professionnelles agraires, ils sont pour quelque chose. Parce que pour travailler la terre, il faut être vigoureux, il faut avoir la force, il faut être disponible à tout moment. Et puis le travail de la femme en Afrique, très souvent dans l'Afrique traditionnelle, ce n'était pas un travail de tout repos. Donc aujourd'hui, peut-être qu'avec le temps, la mentalité a continué à être véhiculée. Or, normalement, le travail, la femme en état de grossesse au travail ne devait pas poser de problème. Une dame qui nous écrit, là j'ai peur de tomber enceinte, je viens de commencer un nouveau métier il y a 3 mois, je suis bien payé, ça faisait partie de ce que je visais, mais là j'ai peur parce que quand j'entends le discours des patrons, j'ai peur de tomber enceinte. C'est ça aussi le problème, il y a du machisme encore en entreprise qui fait que... Oui, bien sûr. Et c'est ce qui est déplorable. Et pendant ce temps, ce patron, lui, son épouse ou sa femme, sa concubine, elle continue de tomber enceinte sans que ça le choque. Mais je ne comprends pas comment on peut employer une personne et vouloir demander qu'elle ne fasse pas d'enfant pendant que nous-mêmes on en fait.
C'est pas juste, c'est pas normal. Et la loi est là pour encadrer, mais malheureusement, combien de personnes usent de la loi? Il y a des personnes qui se disent, bon, si je le fais, on va me licencier. Et c'est vrai. Si on le fait, on va me licencier, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le tribunal du travail est là. Tant que ce que vous demandez est inscrit dans le code du travail, ne soyez pas, n'ayez pas peur. Le code du travail sera appliqué dans toute sa rigueur. Peu importe le temps de travail, si je viens d'entrer dans l'entreprise un peu comme la téléspectatrice. Même à l'embauche, c'est-à-dire même à l'essai, la protection commence déjà. La protection commence déjà. Et parfois, il y a des discours désobligeants. Vous voyez des patrons qui disent, moi je ne peux pas embaucher une femme, mais elle est encore tombée enceinte. Ça, ce sont des propos. En fait, les gens ne comprennent pas. Les gens ne mesurent pas. Ne mesurent pas l'état d'esprit d'une femme enceinte. Parce que déjà, l'état de grossesse, selon ce que les médecins nous ont rapporté, je ne suis pas spécialiste en la matière, c'est vrai, mais c'est qu'elle est déjà dans une situation de fragilité. Mais lorsque vous en rajoutez, vous la fragilisez davantage et vous fragilisez son futur enfant. Pendant que Nessie relance, je vais juste arranger votre micro. Allez-y. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un nombre d'enfants requis? Ou bien la femme elle peut aller jusqu'à 10, 11 enfants? Un nombre d'enfants requis? C'est aujourd'hui la première fois que je... Peut-être en entreprise, je ne sais pas, peut-être que la loi définit un nombre d'enfants requis. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de Elle peut aller chaque année, si elle le souhaite. Mais écoutez, est-ce qu'on peut faire une restriction à quelqu'un de faire des enfants? Il y a des employés qui le font. Des employeurs qui le font? Oui. Mais là, c'est grave, c'est extrêmement grave ce que vous dites. Ils imposent le nombre d'enfants. Ils imposent le nombre d'enfants? Oui. Ils disent, vous aussi, dans le Ils vont jusqu'à réglementer la vie familiale, jusqu'à la vie privée. Je connais quelqu'un, je ne dirai pas le nom de l'entreprise, je connais quelqu'un où il y a une dame, elle a eu 3 enfants, en fait, en 3 années. Oui. Et l'employeur lui a dit que si elle dépassait ce nombre-là, il la renverrait. Vous voulez parler d'une entreprise familiale où c'est monsieur et madame qui sont les... madame et employés de monsieur? Le monsieur, il a dit que c'est son entreprise, il embauche qui Non, veut. en fait, à défaut d'être le mari, je ne vois pas de quel droit quelqu'un peut demander à une femme de faire des... À moins qu'il soit un membre du planning social de la société de... Bon, certainement que pour des raisons médicales, oui, peut-être. Planning familial, peut-être. Oui, peut-être pour des raisons planning familial. Et heureusement qu'aujourd'hui, on en parle pour que la personne en question puisse savoir qu'elle a droit à avoir autant d'enfants qu'elle veut. En fait, ce qu'on remarque, maître, les femmes enceintes aussi doivent aller vers... Il y a des assistantes sociales, il y a un côté social dans l'entreprise. Il faut se renseigner aussi parce qu'elles sont trop flouées par manque de connaissances. Justement, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui relèvent du mythe. Il y a des gens, elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Des fois aussi, elles ne sont pas trop bien formées au niveau donc, de l'entreprise. Dans l'entreprise où elles sont, on ne leur donne pas assez d'informations. Ça, c'est le rôle de l'inspecteur du travail. Des ressources humaines, des syndicats. DRH. Oui, l'employeur même doit pouvoir faire une formation à ses employés. Mais ils vous entendront dire, ou bien les délégués syndicaux, les délégués du personnel. Voilà, ça c'est le rôle de ces structures-là qui doivent former les personnes qui sont... qui sont les adhérents, qui sont les sympathisants en quelque sorte. Mais lorsque vous voyez un délégué syndical parfois, les revendications, c'est peut-être prendre le caillou, lapider le premier dirigeant qui arrive parce qu'on veut une augmentation de 10 francs. Il y a ça. Bon, la revendication, elle est légitime, mais il faut aussi faire de la formation. La sensibilisation. La sensibilisation, parler à l'employeur. Il y a des employeurs aussi qui ne savent pas de quoi il s'agit. Il y a des personnes qui ont pu avoir les moyens de créer leur entreprise, ont pu bénéficier d'une étude de marché, comme je l'ai entendu ici tout à l'heure. L'entreprise est florissante, mais vous leur demandez, sur ce qui concerne le droit du travail, s'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre quelque chose, bien d'entendre dire, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi il faut se diriger vers les avocats, toujours vers les avocats, pour qu'ils vous disent quels sont vos droits. Ça, c'est vrai, parce que ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur. Il y a une dame, par exemple, qui nous envoie un mot par rapport au lieu où elle travaille. C'est un endroit très exposé. C'est un établissement financier. Il y a beaucoup d'odeurs par rapport aux billets de banque. Normalement, elle a une dotation en lait, tout ça. Et quand elle est enceinte, normalement, est-ce qu'elle doit toujours demeurer à cet endroit? Si elle fait des examens médicaux, qu'on prouve que l'environnement dans lequel elle travaille est incompatible avec la manipulation de billets de banque, ou bien avec tout ce qui se comporte comme appareil et autres, elle doit pouvoir le signaler à son employeur et son employeur peut lui faire changer de place. Peut la déplacer, la muter ou bien suspendre son contrat s'il s'avère qu'il n'y a pas d'emploi correspondant à son état de grossesse.
L'état de grossesse, comme on le dit, ce n'est pas une situation permanente. Je ne sais pas pourquoi les gens s'offusquent de ce que leur employé doit tomber enceinte et ainsi de suite. Non. Et si c'est la patronne qui tombe enceinte, qu'est-ce qu'on en fait? Elle part en congé. Mais pourquoi les employés n'ont pas ce droit? Voilà la question. Peut-être parce que les employeurs sont rivés sur la productivité, ils se disent qu'une femme enceinte va ralentir. Est-ce que la productivité doit être privilégiée par rapport à la vie humaine? Le droit de la non, santé. Non, le droit à la santé, c'est un droit fondamental, c'est un droit humain. Le droit à la procréation, c'est pourquoi on ne peut pas empêcher quelqu'un de procréer. C'est un droit humain, c'est un droit fondamental. Donc on ne peut pas sacrifier sur l'autel de la productivité. Et puis quelle productivité? Il y a une frange d'hommes d'affaires d'une certaine nationalité, d'une certaine origine, on ne va pas dire ça ici, qui ont tendance à ne pas respecter la femme enceinte et qui renvoient au quart de tour lorsqu'une femme est à ses débuts de grossesse. Mais comme je le dis toujours, quand j'entends ces discours pareils, le tribunal du travail n'a pas un nombre limité de dossiers à prendre. Les cabinets d'avocats n'ont pas un nombre limité de dossiers à prendre. Lorsque des cas de licenciement comme ça se présentent, il est normal de courir, voir le premier cabinet d'avocats que vous rencontrez, mais qui va vous défendre devant le tribunal du travail. Et le tribunal du travail, on dit bien, on dit code du travail, c'est vrai, mais on dit droit social. Quand on nous l'enseigne à la fac, on ne dit pas droit du travail, on dit droit social. C'est le droit du travail, le droit à la sécurité sociale. C'est aussi, c'est le social en général. Une présidente du tribunal du travail le disait, elle va se reconnaître, nous sommes ici pour régler des cas sociaux. Non, le tribunal du travail, il est même à part, il est suffisamment équipé pour ne pas que les salariés aient peur d'y aller. Et si vous venez, il y a toujours des personnes qui vont vous recevoir. C'est pourquoi la procédure est essentiellement gratuite. Mais quand on parle de gratuité, il faut aussi que les moyens suivent. Pendant un moment, l'ordre des avocats avait voulu appliquer strictement cette gratuité, mais on s'est rendu compte que par manque de moyens, on demandait quand même aux salariés ou bien à nos clients de payer quelque chose pour pouvoir commencer les procédures. Parce que ce n'est pas aussi cher que devant une procédure civile ou bien une procédure correctionnelle ou une procédure ailleurs. En matière sociale, la procédure est vraiment... Les sommes sont modiques. Et là-bas, les procédures vont assez vite. Il y a un assesseur employé, un assesseur employeur, plus un magistrat professionnel qui va vous écouter. Ce qui veut dire qu'il y aura quelqu'un de votre domaine qui va comprendre, qui a aussi été employé comme vous, qui va comprendre votre situation. Donc, ces situations-là doivent être dénoncées, doivent être traitées devant le tribunal du travail. Merci beaucoup, Maître Koneki Yobien. Avec vous, donc, nous abordions un thème assez intéressant, assez actuel. Hein. C'est bien sûr... les droits de la femme enceinte. Merci, grâce à vous, employée. On a été éclairés, beaucoup de femmes aussi. Donc vous connaissez vos droits, mesdames, désormais. Vous avez le droit d'avoir autant d'enfants que vous voulez. Voilà. Et votre employeur, il a le droit de respecter vos droits, bien sûr. Oui, mais pas au péril de leur santé. Pas au péril de leur santé. Allez, bonne journée, on se retrouve toujours demain avec le même plaisir. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.